Le débat, l'honorable député de Ahuntsic. Monsieur le Président, en premier lieu, je tiens à exprimer mes respects à nos militaires canadiens qui risquent leur vie tous les jours dans les nombreuses missions de par le monde. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de prendre la parole sur cette motion du gouvernement visant à prolonger la mission militaire en Irak. Comme parlementaire, je pense qu'il est important que nous devons toujours nous demander quel rôle doit jouer notre pays dans le monde face aux conflits et aux menaces. Nous avons aussi le devoir de nous demander si nous avons les moyens de nos ambitions et surtout est-ce que nous le jouons en fonction de nos intérêts ou ceux d'autrui. Monsieur le Président, je ne peux que constater que depuis son élection en 2006, ce gouvernement conservateur a travaillé activement à redéfinir le Canada comme un pays militariste. Mais est-ce bien le rôle que nous devons jouer dans le monde alors que nous sommes un pays d'un peu plus de 35 millions d'habitants? Dans un passé récent, les Canadiens se sont distingués dans le monde comme des acteurs pour la pacification des conflits, comme un pays artisan de paix. Notre pays s'était aussi distingué dans l'aide humanitaire. À l'ONU, le Canada s'est déjà fait le champion du développement en réclamant une contribution mondiale équivalente à 0,7% du PNB des pays riches dans la bataille mondiale contre la pauvreté. Actuellement, il ne resterait qu'environ 300 casques bleus canadiens en mission dans le monde et l'ACDI a été intégré en 2013 aux affaires des Affaires étrangères et du commerce international, au ministère des Affaires étrangères et du commerce international. Donc, on voit que le visage du Canada a progressivement changé. D'ailleurs, lorsque j'ai participé à quelques missions à l'étranger, la plupart des députés ou des ministres que je pouvais rencontrer dans ces pays-là, particulièrement au Moyen-Orient, les gens me demandaient « mais qu'est-ce qui se passe avec le Canada ?» Monsieur le Président, il faut que ça cesse. Cette redéfinition, cette restructuration de ce que nous sommes, nous les Canadiens, face à l'étranger. Mais posons-nous aussi une autre question. Le Premier ministre veut jouer à la guerre, mais avons-nous les moyens de faire la guerre? Avons-nous les moyens des ambitions du Premier ministre? En ce mois de mars, les derniers éléments canadiens reviendront d'Afghanistan. Combien ça nous a coûté l'Afghanistan? Bonne question à se poser. Le directeur parlementaire du budget, Kevin Page, avait prédit en 2008 que la mission coûterait 18,1 milliards de dollars. 18 milliards. Quand j'entends ce chiffre, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 18 milliards de dollars? C'est incroyable. Mais il a aussi dit qu'il faudrait des années avant d'arriver à un bilan définitif de ce que nous a coûté l'Afghanistan. Selon l'analyse du directeur parlementaire du budget, donc là une analyse très récente, le rapport du 17 février 2015, intitulé « Estimation des coûts de l'opération Impact en Irak », donc la première mission de 6 mois du Premier ministre, le coût différentiel estimé de l'opération Impact pour la mission de 6 mois varie entre un montant maximal de 166,40 millions de dollars à un montant minimal de 128,80 millions de dollars. 6 mois. Puis encore, le directeur parlementaire du budget n'a pas eu tous les chiffres. Par conséquent, le coût différentiel estimé de l'opération Impact pour une mission de 12 mois, ce que nous demande le Premier ministre maintenant, parce que là, cette motion-là demande un prolongement de la mission jusqu'au 30 mars 2016. Et là, on parle de coûts variant entre un montant maximal de 351,27 millions de dollars et un montant minimal de 242,71 millions de dollars. Ça a additionné aux 166,40 millions de dollars que je vous ai parlé de la première mission de 6 mois. Soulignons
que le coût total de la plus récente mission canadienne à l'étranger en Libye, l'opération mobile, a été près de 6 fois le coût différentiel rapporté pour la mission. Donc on peut estimer des coûts, mais c'est toujours plus élevé la réalité. Alors le gouvernement aura beau nous dire que ça va nous coûter tant, mais on peut s'attendre qu'il y ait un fossé, pour ne pas dire un ravin, entre la réalité et l'estimation du coût. Donc, selon le directeur parlementaire du budget, pour que le gouvernement puisse jouer à la guerre ou faire ses guerres, il devrait injecter des fonds dans la défense ou bien réduire tout simplement ses ambitions militaires. Mais on le voit que ça ne fait pas partie de leur idéologie. Donc tous ces milliards que ce gouvernement a gaspillés dans des missions militaires inutiles et inefficaces, ils auraient pu le mettre non seulement dans l'humanitaire, oui, ils en ont mis des grenailles dans l'humanitaire, on est tous d'accord avec ça, mais ils auraient pu davantage mettre dans l'humanitaire, et ça, ce sont des actions viables à long terme, mais aussi aider les populations locales à sortir de la pauvreté, de l'injustice, et voilà des actions concrètes que le Canada sait faire. Au lieu de ça, au lieu de tout ça, au lieu de ces belles choses, ce gouvernement préfère faire la guerre. Monsieur le Président, ce gouvernement veut se faire le champion de la lutte au terrorisme. Mais tout ce qu'il fait pour l'instant, c'est malheureusement endormir la population, leur faire croire qu'ils travaillent pour leur sécurité, établir un sentiment de sécurité. Parce que vous savez, Monsieur le Président, le sentiment de sécurité, ce n'est pas la sécurité. C'est juste endormir le monde et leur faire croire qu'on est en sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On crée des lois, on fait des lois bidons, grands spectacles, pour faire croire au monde qu'on les protège. Si ce gouvernement mettait seulement 10% de tous les milliards qu'il met dans la guerre actuellement, mais dans la prévention à l'extrémisme violent, on aurait beaucoup moins de jeunes qui décideraient de quitter le Canada pour aller rejoindre des groupes djihadistes en Irak ou en Syrie ou même en Somalie. Maintenant, posons-nous une autre question, Monsieur le Président. Quel intérêt défendons-nous dans ces missions? Quel intérêt? Est-ce que c'est vraiment l'intérêt des Canadiens? La coalition dont fait partie le Canada est dirigée par les États-Unis. Mais que visent les États-Unis, qui sont d'ailleurs en négociation avec l'Iran, soit dit en passant? Mercredi dernier, la coalition, dirigée par les États-Unis, ont lancé des frappes aériennes pour aider officiellement les forces irakiennes à reprendre Tikrit, des mains de Daesh. Puis d'ailleurs, j'invite mes collègues à utiliser le mot Daesh et non pas État islamique, parce que ce n'est pas un État islamique, c'est un groupe terroriste, Daesh. Or, la communauté internationale sait que l'offensive irakienne sur Tikrit, qui a débuté le 2 mars, implique des soldats, des policiers, mais aussi des paramilitaires, dont les fameuses unités de mobilisation populaire, groupe composé essentiellement de miliciens chiites soutenus par l'Iran. Les Iraniens ont notamment fourni de l'artillerie et des conseillers à ces milices chiites. Mais sur le terrain, on retrouve en fait un général iranien, Rassem Soleimani, qui dirige la force Al-Quds, une unité des gardiens de la révolution iranienne. Donc, il faut se poser la question. Le Canada participe à ça. Les Iraniens sont donc nos alliés? Point d'interrogation. Je me la pose. Par ailleurs, certaines questions se posent sur certains alliés de la coalition. Quant à la porosité des frontières, l'acquisition des armes par Daesh, la vente du pétrole de Daesh et des biens archéologiques volés. On se souviendra aussi des djihadistes d'Al-Nusra liés à Al-Qaïda qui seraient passés par la frontière turque pour attaquer la ville syrienne de Kessab, où vit une population à majorité arménienne, aussi la ville de Maaloula, un village chrétien. Souvenons-nous aussi de la question des Kurdes,
On l'a vu, sans parler de la guerre au Yémen. Alors, ma grande question, allons-nous nous mêler de ces conflits chiites, sunnites, ou allons-nous les aider à s'entendre, à s'asseoir à la même table? Ces conflits sont très complexes et il est important d'avoir une politique étrangère claire qui guide la politique de défense nationale. Mais quelle est notre politique étrangère? C'est quoi notre politique? Le député, son temps est expiré. Questions et commentaires, questions and comments. The Honourable Minister of National Defence. Monsieur le Président, je remercie l'honorable députée et je sais qu'elle a une intérêt profonde dans la sécurité des gens du Moyen-Orient. Mais il faut que je corrige la députée quand elle a dit qu'il y a des milices chiites qui s'impliquent dans le contre-offensive à Tikrit, en Irak. Effectivement, j'ai des bonnes nouvelles. Il y a 3-4 jours, les milices chiites et les commandements iraniens ont quitté la bataille à Tikrit et les États-Unis ont dit qu'ils refuseraient de continuer avec les bombardements contre Daesh près de Tikrit avec l'implication des milices. Et il faut dire, oui, évidemment, il y a dans la complexité du Moyen-Orient actuel, il y a un conflit chiite-sunnite, mais il faut reconnaître que les chiites, y compris l'Iran, et tous les pays arabes sunnites, y compris l'Irak, sont contre Daesh ensemble. Alors, c'est un seul point de rassemblement à cause de menaces graves. Alors, j'ai une question pour la députée. Elle, comme moi, elle connaît les membres de la communauté assyrienne, chaldéenne, kourde, peut-être yazid, comme je connais. Toutes les Canadiens d'origine irakienne que je connais, on a eu les représentants, les dirigeants des communautés ici la semaine dernière. Tous ces organismes, tous ces dirigeants ont exigé le Canada à s'impliquer dans la campagne militaire alliée contre Daesh parce qu'ils veulent arrêter le génocide de Daesh. N'est-elle pas d'accord avec les membres de ces communautés canadiennes d'origine irakienne? Honourable député d'Ahuntsic. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue. Et je voudrais lui dire que peut-être on ne rencontre pas les mêmes personnes. Moi, j'ai rencontré aussi des personnes, que ce soit de la communauté syrienne, que ce soit de la communauté irakienne. Et une chose est sûre, une chose qui unit, je dirais, la grande majorité des personnes, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, qu'elles soient issues du Moyen-Orient ou pas, Daesh est une entité qui fait extrêmement réagir tout le monde. Et je n'aime pas dire le mot ennemi parce que je suis quelqu'un qui est fondamentalement pacifique et donc je dirais un groupe criminel. Je préfère utiliser un mot criminologique, donc un groupe criminel que nous devons tout faire pour contrecarrer les effets. Maintenant, ça dépend de la stratégie que nous adoptons. Ce que moi je constate sur le terrain, c'est que malheureusement la guerre ne sert à rien. La guerre n'arrange rien. Nous avons fait la guerre à Al-Qaïda. Al-Qaïda s'est transformé en autre chose qu'on appelle Daesh et Al-Nusra. Ce que les gens veulent, c'est que nous, les Canadiens, nous soyons des agents de paix, que nous travaillons pour l'humanitaire, que nous travaillons pour unir ces gens-là, justement, chiites, sunnites, qui peuvent avoir des conflits. Mais surtout, travailler contre l'extrémisme violent, ça ne veut pas dire larguer des bombes. Ça veut dire travailler ici au Canada pour lutter contre cette idéologie. Et ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Questions et commentaires, questions and comments. The Honourable Member for Winnipeg North. Thank you, Mr. Speaker. And maybe if I can just indicate that we do recognize that Canada has a clear interest in training Iraqi forces to fight ISIL. We can and should do this training in a way training away from the front lines, as our allies have been doing in many cases, Mr. Speaker. The question I have for the member is that the NDP have taken the position that Canada has no role to play, or virtually, well, they can kind of expand. They can expand on that. The question I have for the member. The Honourable Member for Timmins James Bay on a point of order. Point of order. If he is going to misrepresent the motion,
that he's lying in the House, and I don't think he would want to lie, so I'd like to actually read the motion. Member, I'm the Speaker. Order. It clearly is not a point of order. It's a point of debate. And we'll return to the member for Winnipeg North. Perhaps he can wrap up his question quickly. Mr. Speaker, the member that claims to have experience stands up on a point of order, and one could ultimately rise on a point of order given the language that he just finished using, Mr. Speaker. But that is a classic example of the type of language he has used from the past. My question to the member is, does she believe that Canada has any role in fighting ISIL? Honorable député de Hutsic, on n'a pas du temps. Une courte réponse, s'il vous plaît. Tout à fait. Je crois que nous avons un rôle à jouer en Irak. Et ce rôle-là est de l'ordre humanitaire, comme je l'ai déjà dit. Ce rôle-là est un rôle d'agent de la paix, de permettre aussi aux différents groupes de pouvoir se parler. Mais surtout, un autre exemple d'action qui peut ressembler à du militaire, mais qui n'est pas vraiment du militaire, c'est d'aider nos alliés sur le terrain, par exemple au niveau de l'armement. Mais encore là, il faut y réfléchir. Parce que je lisais dernièrement ce que disait un rapporteur de l'ONU. Il disait, nous disons qu'en Syrie, il faut plus de guerre. Mais ce qui est faux, parce qu'au bout du compte, et je vais vous trouver la citation exacte, il dit, je vais vous la trouver, tout le monde dit qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit syrien, mais en réalité, tous travaillent pour une solution militaire. Tout le monde donne des armes, entraîne les uns ou les autres. Il n'y a que le secrétaire général des Nations Unies qui demande qu'on arrête de déverser des armes en Syrie. Est-ce que plus d'armes va servir à quoi que ce soit? Est-ce que plus de guerre va régler le problème? Je ne pense pas. Mais oui, nous avons des actions à faire, mais elles ne sont pas de cet ordre-là.